Bonsoir. L'événement sur Public Sénat ce soir, c'est le débat d'entre-deux tours pour l'élection du bâtonnier de Paris et de son vice-bâtonnier. Une fonction très convoitée dans le milieu des 28 000 avocats parisiens et même au-delà, puisque c'est un poste d'influence, notamment sur toutes les réformes qui touchent à la justice. Alors, ils étaient 9 candidats au départ. Le premier tour a eu lieu hier. Il a permis de désigner les 2 tandems du second tour qui aura lieu demain. Et ils sont ce soir face à face sur le plateau de Public Sénat. Je vous les présente. D'abord David Gordon-Krief, candidat pour le poste de bâtonnier, et votre binôme, candidat au poste de vice-bâtonnier, Hubert Fléchy. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être sur le plateau de Public Sénat. Face à vous, le tandem formé par Frédérique Sicard, candidat au poste de bâtonnier, bonsoir, et Dominique Attias, seule femme sur ce plateau ce soir, pour le poste de vice-bâtonnier. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux, à tous les quatre même. Alors avant de vous entendre sur les sujet d'actualité qui concerne la profession d'avocat et aussi sur votre projet, bien sûr, pour le bâtonnat. Eh bien, Flora Sauvage nous rappelle qui est le bâtonnier de Paris et à quoi il sert. On regarde. Patron des 28 000 membres du barreau parisien, le bâtonnier de Paris est le porte-parole des avocats de la capitale. Vigie des libertés publiques, il est aussi le garant de la déontologie. Élu pour un mandat de 2 ans, le bâtonnier de Paris a un rôle d'arbitrage pour trancher les litiges entre confrères et une fonction de conciliateur lorsqu'un différend oppose un avocat à son client. Le bâtonnier existe depuis Saint-Louis au XIIIe siècle. On l'appelle ainsi car à l'époque, il portait le bâton de Saint-Yves, patron des avocats. Aujourd'hui, le barreau de Paris est le plus important de France. Il rassemble plus de la moitié des robes noires de l'Hexagone. C'est le chef de file du premier des 161 barreaux du pays et un interlocuteur privilégié des cercles du pouvoir. De quoi faire du bâtonnier de Paris un personnage puissant et courtisé. Alors avant de débuter ce débat, je tiens à préciser qu'un tirage au sort a eu lieu ce matin pour départager qui va prendre la parole en premier et qui va conclure. Alors c'est l'équipe de David Gordon-Krief qui commencera ce débat et c'est Frédérique Sicard, Dominique Attias qui le concluront. Et puis les règles du débat assurent bien sûr une stricte égalité du temps de parole entre les deux équipes. Et puis enfin, vous téléspectateurs, vous pouvez intervenir, réagir sur Twitter via le hashtag bâtonnat 2016. Alors, je vous propose de démarrer ce débat par une question d'actualité sur la politique pénale du gouvernement, avec l'ultimatum de la garde des Sceaux au chef du gouvernement sur sa réforme de la justice des mineurs. Christiane Taubira a-t-elle eu raison de mettre l'accent sur ce point dans cette interview qui est parue ce week-end dans le journal du dimanche? David Gordon-Krief. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, bien entendu, dans une campagne professionnelle comme celle-ci, il ne nous appartient pas de faire des commentaires sur les problématiques dans le gouvernement. Pour autant, notre ministre de la Justice fait quoi? Elle veut faire avancer la justice. Elle dit, ce sujet est important, je veux qu'il soit mis tout de suite en discussion à l'Assemblée. Et ça, c'est un progrès quand un ministre dit, on veut faire avancer la justice. Maintenant, juste quelques commentaires par rapport à ça. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse avancer d'abord la loi sur la justice du XXIe siècle, mais sur cette loi pénale, il y a des éléments au Conseil des ministres importants. À la fin du mois de juillet. Absolument, et c'est important. Et c'est important. Pourquoi nous disons cela? Parce que j'ai entendu quelques commentaires disant que ça serait la dernière loi de Madame Taubira. Nous espérons que non, car il faut aller sur la justice du XXIe siècle également. Sur la justice des mineurs, quand même, est-ce qu'il y a urgence à revoir l'ordonnance de 45 qui a déjà été révisée des dizaines et des dizaines de fois? Il y a extrême urgence. Il y a extrême urgence. D'abord, c'est une demande de toute la société civile et de tous les professionnels qui s'occupent des enfants, de nos enfants. Et de surcroît, c'est une promesse du président qui a été faite en campagne, pas seulement. Une promesse aussi qu'il a faite devant la Cour de cassation à la rentrée solennelle en 2013. Donc, si l'on veut que les jeunes respectent les adultes, encore faut-il que les adultes tiennent leurs promesses. Et c'est un sujet capital, car comme vous le savez probablement, le comité des Nations Unies va interroger la France en janvier 2016. Et si nous n'avons pas fait cette réforme, je pense que la France va être montrée du doigt. Nous ne voulons pas être montrés du doigt. Est-ce que d'une façon générale, vous trouvez qu'il faut remettre la primauté de l'éducatif sur le répressif? On sent qu'il y a un débat au sein du gouvernement entre la ligne du Premier ministre et celle de la garde des Sceaux. Je pense qu'effectivement, il faut faire ce changement-là et c'est intéressant de voir que dans
dispositions pénales qui sont envisagées aujourd'hui, de plus en plus, on tend à non pas sanctionner immédiatement, mais d'abord définir la culpabilité et ensuite faire des peines probatives, c'est-à-dire les faire évoluer éventuellement en fonction de l'évolution de la personne. Donc ça, les peines de probation mises en place par la garde des Sceaux, ça va dans le bon sens, Ça va selon dans le vous. bon sens. C'est également votre sentiment? C'est même plus que ça, ce sont des réparations. Les Elles ne jeunes, sont pas tellement appliquées pour l'instant. en ce qui concerne les jeunes, c'est appliqué, mais nous aimerions qu'il y en ait beaucoup plus, car le principal et ce qui est important, c'est que les jeunes puissent se réinsérer, payer leurs dettes vis-à-vis de la société, mais se réinsérer, car la jeunesse, c'est malgré tout notre avenir. Et la jeunesse, l'éducation éducative, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un élément essentiel, partout, toujours, apprendre aux enfants. Les grandes valeurs, expliquer. Ça, c'est un des devoirs de la République et évidemment un des grands devoirs de la justice. Et les avocats sont là également, dans leur rôle d'avocat, mais également comme rôle d'acteur de paix sociale, toujours dans les écoles à côté des enfants pour expliquer cela. C'était donc une erreur du gouvernement précédent de mettre en place finalement des tribunaux correctionnels pour mineurs. On va pas faire de commentaires sur d'éventuelles erreurs d'un gouvernement. Mais est-ce que ça a permis d'enrayer le nombre de jeunes délinquants? Pas du tout. Au contraire, j'allais dire, ça a embouteillé la justice oui. et elle n'a pas du tout été plus répressive, ce qu'espérait le précédent gouvernement. Je crois que c'est une erreur fondamentale, mais toute erreur peut être rattrapée. Plus généralement, j'ai envie de vous demander, avant de passer aux différentes étapes de ce débat, quel est votre regard sur la politique actuelle menée par la garde des Sceaux? Est-ce qu'elle défend bien les intérêts de votre profession? Écoutez, assez rapidement, beaucoup de projets. D'abord, il faut partir d'un constat. Peu de moyens pour la justice, malheureusement. Peu de moyens. Et donc, on a des déclarations, beaucoup de déclarations. Dire on va faire ceci, on va faire cela. Mais d'abord, il faut le faire. Mais surtout, les avocats au cœur de l'ensemble des réformes. Vous savez, notre ambition, c'est de piloter le barreau de Paris. 28 000 avocats, 60 000 en France, car ça concerne tous les avocats de France, dans un rôle de conseil, d'accompagnateur et de défenseur. Donc, il faut partout qu'on pense à l'avocat, car l'avocat est le garant de cela. Et c'est important, madame, parce que on ne voit pas assez présent l'avocat dans l'ensemble des réformes. C'est essentiel. C'est également votre sentiment, Frédéric Sicard? On ne voit jamais suffisamment les avocats, bien sûr. Mais vous savez, ce qui était très intéressant dans le débat des derniers mois, on l'a bien vu, c'est qu'en réalité, les questions de justice ont échappé au ministre de la Justice. Nous, on n'est pas là pour apporter un satisficit et dire il y a un bon point, puis là, c'est moins bien. Mais vous ce qu'on pensez à voit, quoi, particulièrement? Je vous dis très simplement que quand on a vu passer la loi Macron, qui a, on va le dire clairement, confié le chiffre aux experts comptables et le droit aux experts comptables en l'enlevant aux avocats, c'était quand même absolument incroyable. Et vous trouvez que la garde des Sceaux n'a pas assez pesé dans ce débat? La garde des Sceaux nous a bien défendu. Et dans les arbitrages, mais sur ce projet de loi. je trouve que quand on parle de justice, quand on parle d'avocats et de droit, on ne devrait pas oublier que ça se passe plutôt place Vendôme et pas à Bercy. Il ne faut pas mélanger les choses. Et quand c'est le ministre de la Justice qui s'occupe de justice, c'est quand même nettement mieux géré que quand c'est le ministre de l'Économie qui s'occupe de faire du droit. Voilà. Eh ben, c'est une très bonne transition avec le projet de loi Macron qu'on va aborder en première partie de ce débat. C'est un des textes de loi récents du gouvernement qui a directement impacté, touché votre profession. Il met notamment fin pour les avocats à la postulation, alors c'est-à-dire à la représentation par un avocat local d'un confrère venu d'un autre ressort juridique. On va regarder en images les explications de Samia Dechir et puis on en débat ensuite. Après 20 ans au barreau de Cambrai, maître Frédéric Nortier est inquiète pour l'avenir de son cabinet. Il faut faire le bordereau de communication de pièces, il faut mettre les pièces. En cause, la loi Macron qui supprime la postulation. La postulation, c'est l'obligation pour un avocat plaidant hors de son tribunal de se faire assister par un avocat du cru. Demander qu'elle prenne rendez-vous. Maître Nortier craint de voir 30% de sa clientèle lui échapper. Le client institutionnel, que ce soit la banque ou la compagnie d'assurance, elle ne va plus avoir besoin d'avoir un interlocuteur dans chaque tribunal. Elle va prendre l'interlocuteur chez lequel elle a le plus de dossiers, donc en général l'interlocuteur d'un gros cabinet, d'un gros tribunal. En signe de protestation, les avocats cambrésiens ont suspendu leur consultation gratuite depuis début juin. Car ces dossiers rémunérateurs qu'ils risquent de perdre leur permettaient jusqu'ici d'assurer en parallèle l'aide juridictionnelle.
Si nous nous sommes mobilisés, ça n'est pas qu'une réaction corporatiste, c'est aussi pour que les gens sachent qu'ils vont se trouver confrontés à un désert judiciaire, parce que si les cabinets ne peuvent pas continuer d'exister, ils vont mourir d'eux-mêmes, ou les confrères les cabinets vont devoir se concentrer dans les grandes métropoles, et de fait, le justiciable n'aura plus accès direct à une justice de proximité. Une justice de proximité qui pourrait disparaître au profit des grands cabinets parisiens. À Cambrai, on espère pourtant que le futur bâtonnier de Paris se montrera solidaire des avocats de province. Je pense qu'il peut, comme on dit couramment, monter au créneau, c'est-à-dire avoir des prises de position extrêmement ouvertes et pouvoir, auprès des services publics, auprès des pouvoirs publics plus exactement, marteler et faire comprendre la dégradation que risque d'entraîner la suppression de la postulation. Au-delà de Cambrai, c'est l'ensemble du maillage territorial qui pourrait être menacé. Ce maillage qui permet aujourd'hui d'assurer la présence d'avocats partout en France, y compris dans les zones les plus reculées. Alors, est-ce que vous êtes prêts tous à plus de solidarité avec vos confrères de province qui vont pas mal y perdre avec la suppression de la postulation? Hubert Flichy. Je crois qu'il y a eu deux positions, si vous voulez, tout à fait opposées entre d'un côté Paris et de l'autre côté la région. À Paris, la tendance était plutôt de penser que dans un monde moderne comme aujourd'hui, avec les facilités de communication que nous avons, il était possible de plus facilement travailler à distance et de gérer un certain nombre de dossiers comme cela sans qu'il y ait une obligation de prendre un correspondant sur place. En province, la position a été différente. Elle a été, et je le comprends tout à fait, de pouvoir assurer un certain maillage, c'est-à-dire qu'il y ait des avocats partout. Mon regret dans cette affaire-là, c'est que de ces deux positions qui étaient respectables l'une et l'autre, eh bien, au lieu de trancher, au lieu de peut-être organiser quelque chose à terme, on a préféré trouver une solution moyenne qui n'a pas beaucoup de sens, à mon avis, c'est-à-dire qu'on a installé la postulation, on l'a placée uniquement dans les cours d'appel. C'est bien que le maillage, lui, ne sera pas forcément maintenu. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à garantir plus de solidarité à vos confrères de province aujourd'hui? Je crois qu'il y a une fausse question, c'est-à-dire que indéniablement, nous avons besoin de correspondants en province. C'est de notre intérêt. Je crois qu'il faut peut-être améliorer la façon dont le travail se fait, mais c'est de notre intérêt et nous y veillerons. Frédéric Sicard, vous, quelle est votre position sur ce point? Il y a qu'un peu qu'il va falloir parler d'une seule voix avec les barreaux de province. Surtout, je vais vous dire, cette loi, c'est vraiment le projet qui tombe pile à côté. Parce que le ministre, au départ, veut faire européen. Il y avait une question européenne. Lorsque l'on fait de la postulation, il reste dans le code de procédure des tout petits droits, des petits pourcentages qui ne rapportent rien et qui ne sont pas du tout européens. Ça, fallait le supprimer et il fallait imaginer un véritable financement des frais de justice. C'est la seule chose dont on n'a pas discuté. Ça, c'était européen. La fin de la postulation, c'est finalement des frais en moins pour les justiciables, non? Mais pas du tout, parce que il faudra quand même, comme vient de nous le dire Hubert Flichy, quand même des correspondants, il faut des gens sur place, il faut quand même les payer. Ce qui n'était pas européen, c'est les tarifs obligatoires. Ça pouvait se supprimer. Et on aurait pu concevoir un meilleur financement de la justice. Ça, c'est une vraie question. Simplement, ça, c'est vrai aussi qu'il aurait fallu en parler place Vendôme plutôt qu'à Bercy. Ils ne sont pas tellement au courant. Mais maintenant qu'on a pris cette voie, on est tombé à côté de la cible, parce qu'il va falloir m'expliquer quelle est la disposition européenne qui vient nous dire que la postulation n'est pas européenne. Donc, qu'est-ce que vous suggéreriez, vous, si vous étiez bâtonnier aujourd'hui, à Emmanuel Macron? Parler avec la province et parler de choses vraies. Si votre objectif, monsieur le ministre, est de diminuer les charges pour rendre de l'argent aux Français, alors il y avait une vraie discussion à avoir. Comment on fait pour rembourser les frais de procédure? Ça, c'est une vraie discussion intéressante et les avocats ont des idées pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et vous, David Gordon-Krief, si vous étiez bâtonnier, qu'est-ce que vous iriez dire à Emmanuel Macron et à Christiane Taubira sur ce dossier? En tant que bâtonnier de Paris, avec le président du Conseil national des barreaux et donc l'ensemble des bâtonniers de France, allait dire que l'avocat est indispensable, le maillage est indispensable, la proximité est indispensable, mais simplifions les choses. L'important, vous savez, c'est de répondre aux attentes de nos clients, de nos concitoyens qui nous regardent et qui sont là, qui se disent que les avocats sont au quotidien là pour leur apporter le meilleur service de représentation devant les tribunaux.
Le projet de loi d'Emmanuel Macron crée également des sociétés interprofessionnelles. Beaucoup d'avocats craignent que les financiers prennent le pouvoir sur ceux qui exercent leur métier. Est-ce que c'est aussi votre crainte et comment vous allez défendre un peu vos confrères sur ce dossier, Frédéric Sicard? L'interprofessionnalité, il faut aussi savoir que là encore, en Europe, c'est nécessaire et qu'on a même la solution, puisque l'Europe nous dit on ne va pas tout mélanger. L'Europe On peut pousse faire quand une même dans seule cette société. direction. L'Europe nous y pousse, mais l'Europe précise aussi, parce que ça aussi, on l'a un peu oublié, qu'on ne mélange pas les choses. C'est-à-dire qu'au sein d'une même société, il peut y avoir deux métiers, mais que les déontologies restent les mêmes. Non, la vraie difficulté qu'il y a, la vraie curiosité de la loi, c'est qu'on a décidé d'autoriser le ministre à procéder à la création de sociétés interprofessionnelles, mais que le gouvernement allait légiférer par voie d'ordonnance. Mais qu'est-ce qui va tomber dans cette loi? Enfin, c'est une question qui est vraiment importante, vraiment fondamentale, parce que c'est la construction de l'avenir de la profession. Et alors, on va décider ça par voie d'ordonnance. Quelle va être la conciliation? Il y a un moment, il faut quand même que la démocratie, sur des sujets pareils, revienne sur la table. Et aux avocats. Oui, alors très simplement, moi ce qui m'importe dans l'interprofessionnalité, c'est l'exercice quotidien des avocats. On a tous oublié l'énorme affaire Enron, de la confusion entre le chiffre et le droit. Ce qui est important, assez simplement, l'interprofessionnalité, ça marche quand chacun reste dans son périmètre. Moi, je peux au quotidien travailler avec un expert comptable s'il fait du chiffre, et si moi je fais du droit. Je peux travailler dans le monde de l'immobilier avec un notaire s'il fait ce qu'un notaire doit faire, et si nous conservons cela. L'interprofessionnalité, c'est chacun chez soi, dans l'intérêt des entreprises et de nos concitoyens. Mais pas de mélange des genres et intransigeance de la profession d'avocat par rapport aux comptables ou autres qui veulent dire on vient faire du droit. Finalement, vous diriez, qu'est-ce qui vous différencie dans l'opposition aux mesures de ce projet de loi d'Emmanuel Macron? Quelle différence vous verriez entre vos deux positionnements et vos deux programmes? Il y en a une d'abord, c'est que ça fait quand même juste 5 mois qu'on est bien seul sur le terrain à venir dire attention, le ministre s'est pas rendu compte qu'il était en train de mélanger les chiffres et qu'à Noël, il avait lancé un projet où il donnait le droit aux experts comptables. Maintenant, on est tous d'accord, on a lu les textes, on s'est aperçu à quel point il à défendre les avocats. Ça doit faire une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années que j'y travaille. C'est pas 5 mois, c'est au moins 10 ans. Et moi, je préfère la continuité, la durée. J'ai eu le plaisir de piloter l'ensemble des professions libérales. Et l'idée était quoi? De dire que quand on discute, vous savez quoi, avec nos interlocuteurs, les responsables des professions d'experts comptables ou autres, ils veulent travailler, mais pas empiéter. Et ça, c'est important. Un bâtonnier, un président du CNB qui travaille pour préserver la santé économique de nos cabinets. Une question sur la déjudiciarisation des conflits familiaux. Est-ce que c'est une crainte des avocats en droit de la famille? Que leur répondez-vous chacun pour les rassurer? Dominique Attias. Mais nous avons la chance d'avoir toutes ces nouvelles mesures, tous ces nouveaux règlements que nous avons pour, disons, éviter cette judiciarisation et dans laquelle, voilà, absolument, et dans lesquelles les avocats excellent. Nous avons la médiation, nous avons le droit collaboratif, nous avons le droit participatif, nous avons plein de mesures auxquelles les avocats sont maintenant formés et où nous avons une vraie place à avoir auprès de nos concitoyens. Donc, les avocats n'ont pas peur. Les avocats sont entreprenants. Les avocates sont aussi là, parce qu'il y a beaucoup de femmes, vous savez, dans le droit de la famille. Mais donc, nous sommes prêtes et nous n'attendons que ça. Donnez-nous notre place. C'est vrai qu'il n'y a pas de crainte, Hubert Flichy? Non, je crois qu'il n'y a pas de crainte. Il y a par contre un problème à régler dans notre pays, c'est que le ministère de la Justice a de moins en moins de moyens, qu'on a un problème de manque de juges et que effectivement toutes ces procédures dites alternatives ont l'énorme avantage de pouvoir faire que la justice est quand même rendue ou que des solutions sont trouvées lorsque l'État n'est pas en mesure de faire son travail. J'ai envie de vous poser une autre question d'actualité autour du livre de Robert Badinter. Comment vous analysez ce livre il a pris position pour une simplification massive du Code du travail. C'est une position assez inattendue de la part d'un homme de gauche. Comment vous analysez cette position et est-ce qu'il a raison, Robert Badinter? Il a sûrement raison, c'est Robert Badinter. Mais ceci étant, la simplification, c'est quoi? C'est une cure de thérapie psychologique pour dire plus d'emplois. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, on va pas simplifier le droit du travail. On est devenu dans un monde complexe où le travail est rare. En réalité, le vrai défi de demain, c'est harmoniser le droit du travail. On ne peut pas continuer à avoir un droit qui soit différent de celui de notre voisin immédiat. Ça,
c'est un vrai défi. Simplifier pour pouvoir... C'est aussi une utopie. Hein, non, 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 c'est pas du tout une utopie. Au niveau Il n'y a européen. jamais d'utopie. Vous savez, il y a le poème d'Éluard qui m'est cher. La plus douce loi des hommes, c'est celle qui font que les rêves deviennent réalité. Il n'y a pas d'utopie, c'est juste un problème de travail. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vient de dire Écoutez, Frédéric Sicard? la simplification du droit social, c'est un thème qui nous occupe depuis des années et des années. Nous avons eu en particulier une commission qui avait été constituée pour cela. Eh bien, ce qui est amusant, c'est que le débat aujourd'hui qui vient et ce rapport qui est annoncé, il est aussi l'œuvre du professeur Lioncan qui lui-même souriait à l'annonce des mesures simplificatrices que l'on demandait tellement, et il avait dit cette phrase que j'ai toujours trouvée très drôle, « Heureux les simples écrits », pour bien montrer que c'est pas facile de tout simplifier. La vie, elle est compliquée, la loi du travail, elle est forcément un peu compliquée, et bien il faut œuvrer pour avancer, il faut que les avocats participent à ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai constitué un syndicat de 400 personnes aujourd'hui pour pouvoir participer et avoir un rôle actif. Mais simplifier ou pas? Faire maigrir un petit peu ce droit du travail? Certainement le faire maigrir, mais savoir aussi que lorsque vous le faites maigrir, il y aura d'autres textes qui viendront, en particulier des textes conventionnels. Et c'est bien l'idée de ce rapport. C'est pas l'absence de droit social, c'est moins de lois, plus de conventions. Et en même temps, c'est du droit aussi. Ouais, et en même temps, la complexité du droit social, c'est aussi du pain béni pour les avocats, non, Frédéric Sicard? Non, parce que je vais vous dire, ce qui est le pain béni pour les avocats, c'est des clients satisfaits. Les clients satisfaits, c'est ceux qui ont compris comment on a traité leur dossier. Donc, mais encore une fois, il ne s'agit pas de faire maigrir pour rendre les choses encore plus compliquées. Harmoniser, simplifier pour harmoniser, pour que les gens comprennent. C'est formidable. Allez, on va avancer et parler d'un autre texte du gouvernement qui a suscité pas mal d'opposition, même l'opposition d'une très grande majorité des avocats. C'est le projet de loi sur le renseignement qui est adopté définitivement aujourd'hui par le Parlement. Les nouvelles procédures de surveillance non soumises au contrôle de l'autorité judiciaire inquiètent et font craindre des abus. Alors, avant d'en débattre, je vous propose d'écouter les explications de Flora Sauvage. Ils sont vent debout contre le projet de loi renseignement. Les avocats redoutent les atteintes portées au secret professionnel, car dans son texte, le gouvernement donne des pouvoirs étendus aux services de renseignement. Il ne s'agit en aucun cas de mettre en œuvre des moyens d'exception ou une surveillance généralisée des citoyens. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée concernera les communications des seuls terroristes. Cela démontre bien qu'il n'y aura aucune surveillance de masse. Écoute téléphonique, pose de caméras ou de logiciels espions, le projet de loi sur le renseignement vise à faire entrer dans un cadre légal des usages qui étaient jusque-là clandestins. Des pratiques que cet avocat redoute. On a l'impression que les services de renseignement pensent, et le gouvernement avec, pense que lorsqu'un terroriste ou un trafiquant de drogue prépare une opération, il vient se confier à un avocat et on aurait des informations en écoutant. Ce n'est pas ça. Ils viennent se confier à l'avocat dans le cadre de la défense. Donc la première chose, c'est que c'est une remise en cause des droits de la défense. Mais l'avocat n'est pas qu'un avocat dans la défense, il est aussi dans le conseil. Une personne qui viendra se confier à l'avocat pourra être entendue sans discernement demain. Donc ce n'est pas l'avocat qui est visé derrière, c'est la vie privée des personnes et ce texte de loi est attentatoire à la vie privée des personnes. Pour éteindre les critiques, les partisans du projet de loi rappellent que les avocats pourront être écoutés uniquement sur décision motivée du Premier ministre. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement devra rendre un avis et elle devra veiller à ce que l'atteinte au secret protégé soit nécessaire et proportionnée à la défense des intérêts publics. Voilà, et avant de parler de ce projet de loi sur le renseignement, une réaction évidemment à l'actualité avec les écoutes de la NSA, les États-Unis, qui auraient donc espionné les 3 derniers présidents de la République français entre 2006 et 2012. Frédéric Sicard, quelle réflexion peut-on tirer de ces révélations pour notre pays ? Il est parfaitement clair que ça n'a pas fait très plaisir au président de la République d'être écouté. Ben, je renverse la balle. La loi française qui prévoit autant d'écoute, c'est quand même un problème. Il y a un moment, il va falloir respecter les équilibres de liberté. Et c'est précisément l'actualité qui tombe pile poil pour nous le rappeler. Qu'est-ce que la liberté dans notre société? Ça, c'est une vraie question. Il y a aussi à la fois un devoir de transparence, d'intérêt général, de sécurité, et de l'autre côté également, la possibilité d'avoir une vie privée et un peu de discrétion. C'est un équilibre. Et c'est ça, c'est ce à quoi les avocats servent, à l'équilibre. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est important de maintenir leur statut particulier, qui n'est pas du tout un privilège, qui est la protection de nos concitoyens.
On va en parler, David Gordon-Krief. C'est vrai que cette actualité tombe mal le jour même où le projet de loi sur le renseignement est adopté définitivement par le Parlement français. Vous savez, le 11 janvier dernier, nous étions tous Charlie. Aujourd'hui, nous sommes tous suspects. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est absolument pas possible dans une société démocratique. On a une surenchère de raisonnement sécuritaire qui, en même temps, voudrait dire la sécurité passe avant le respect des libertés individuelles, les libertés fondamentales. Le secret professionnel, le rôle des avocats. Il faut le rappeler, le secret professionnel, c'est pas le nôtre, hein. C'est celui de nos concitoyens. C'est le vôtre, c'est celui de toutes les personnes qui nous regardent. Et venir dire, sans aucun contrôle judiciaire, on vient écouter des avocats pour écouter ce que les clients ont à dire, pour venir chercher cela, est tout simplement inacceptable et vous pouvez être certaine que la profession sera intransigeante, que le bâtonnier de Paris, son vice-bâtonnier et le Conseil de l'ordre seront debout aux côtés de l'ensemble des confrères. Ouais, l'actuel bâtonnier est pourtant beaucoup intervenu contre ce projet de loi sans réussir à le modifier. Première question, est-ce que d'une part c'est le rôle du bâtonnier d'intervenir pour faire ce genre de lobbying, Frédéric Sicard? Après on reviendra sur le fond du projet de loi. Oui, parce que c'est fondamental pour nos concitoyens, pas pour les avocats, pour nos concitoyens d'être protégés dans leur possibilité d'accéder au droit. Et ce que nous disons, c'est que effectivement notre bâtonnier a eu raison de se battre. Mais au point où on en est arrivé, il va quand même falloir rappeler au pouvoir public que ce n'est pas simplement une question de vie habituelle, une simple question législative, que c'est une question constitutionnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle va être la réponse du Conseil constitutionnel, parce que je ne voudrais quand même pas que nous soyons le dernier pays européen à considérer que le secret et l'indépendance des avocats n'est rien, n'a qu'une valeur législative, alors que partout ailleurs, on vient dire c'est absolument fondamental pour une société libre de conserver la possibilité d'avoir un avocat. Ils l'ont écrit au Brésil, ils l'ont écrit au Canada, même aux États-Unis, quand on a fait le Patriot Act, ils n'ont pas imaginé qu'on pouvait brider les avocats. Et en même temps, le gouvernement assure que son texte respecte les libertés publiques, en tout cas qu'il y a les garde-fous suffisants contre des dérives potentielles. François Hollande s'est même engagé à saisir le Conseil constitutionnel, ce qui est une première pour un président de la République sous la Ve République. Ça ne vous rassure pas ? Non, mais attendez, que le président dise qu'on saisit le Conseil constitutionnel, qu'on soit tous mobilisés, pour ça c'est évident. Mais c'est d'abord une question de société, au-delà d'une question de constitutionnalité. D'abord une question de société. Moi, voir que mon gouvernement, les parlementaires, pensent qu'on pourrait aller faire de l'intrusion comme ça dans la vie de nos concitoyens et dire que les avocats pourraient être complices, c'est quelque chose d'insupportable. Tout simplement, simplement. Et vous savez, l'important, c'est de construire en avant. C'est pas d'avoir de la réaction d'émotion, c'est d'expliquer longtemps, de manière importante, à quoi ça sert tout ça. Mais en même temps, l'actuel bâtonnier, il l'a redit, tout ça, il s'est beaucoup mobilisé sur ce sujet sans beaucoup d'efficacité. Vous, est-ce que vous auriez fait différemment et comment, Frédéric Sicard ? Notre bâtonnier a eu une idée superbe qui était de rappeler qu'aux États-Unis, ils ont trouvé des solutions, et des solutions techniques. Ils ont le Patriot Act, si vous vous inquiétez sur la sécurité, ils l'ont. Et il nous a rappelé qu'on peut tout à fait techniquement interdire d'écouter n'importe comment les avocats et s'organiser avec un juge indépendant. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il nous a donné une piste. On lui a dit, on va vous écouter, on va essayer de faire quelque chose. Mais à faire dire, on s'est moqué de lui. Eh bien, il faut aller un cran plus loin. Et puisqu'on en est arrivé là, les avocats vont devoir se fâcher, c'est-à-dire dire, vous allez poser la question au Conseil. C'est quoi se fâcher pour des avocats? C'est-à-dire faire un procès, madame. Venir dire que si c'est là pour nous imposer des règles qui n'ont plus rien à voir avec les libertés, qui n'ont plus rien à voir avec les fondements de la société, eh bien, nous allons aller au bout. Le bout, c'est quoi? C'est de prévenir le Conseil constitutionnel. Donc vous allez engager la guerre contre qui? Contre le gouvernement? Non, quand vous dites que vous allez faire un procès? La guerre contre tous ceux qui veulent grignoter les libertés sans se rendre compte que là, en l'occurrence, c'est un texte du gouvernement, donc c'est une guerre contre le gouvernement? C'est pas une guerre contre le gouvernement, c'est une guerre contre tous ceux qui imaginent que le statut des avocats n'a pas d'intérêt fondamental. Il faut revenir aux réalités. Les réalités, c'est que dans une société libre, on a besoin d'avocats et qu'il faut s'arrêter quant à le grignotage de leur statut en permanence. Et nous devons absolument prévenir que oui, nous sommes prêts à le Conseil constitutionnel, oui, nous sommes prêts à la Cour de Strasbourg, comme d'autres barreaux l'ont fait, par exemple à Bordeaux, et qu'à un moment, il faut s'arrêter.
Il faut engager un bras de fer avec le gouvernement sur ce Ce n'est pas texte? simplement avec le gouvernement qu'il faut engager un bras de fer. Ce qu'il faut, c'est savoir anticiper, ce qu'il faut savoir prendre le temps de réfléchir et faire évoluer l'opinion publique, parce que le gouvernement écoutera toujours l'opinion publique à un certain moment. Donc les réactions qu'on a eues brutales à la suite de tel ou tel événement, c'est pas toujours bien. Si on avait une anticipation, une réflexion à laquelle les avocats pourraient être véritablement associés, je crois qu'on éviterait d'avoir à faire ces magnifiques procédures qui sont évoquées ici. Alors si je comprends bien, vous êtes sur la même position. Donc pour les avocats qui vous regardent et qui vont voter pour vous demain, qu'est-ce qui vous différencie sur ces sujets-là? C'est pas la même position en ce sens qu'on est pour une véritable anticipation et c'est vraiment très différent. Vous ne trouverez jamais un clivage entre les avocats sur le respect des libertés fondamentales, évidemment. Évidemment. Par contre, c'est la méthode. C'est la méthode. C'est de dire notre profession doit construire un discours, expliquer à quoi ça sert les avocats et le droit qui est présent partout pour nos concitoyens. Maintenant, vous pouvez faire de la publicité grâce à la loi Hamon. Vous pouvez peut-être vous servir de ce biais-là. Bien sûr, mais ce n'est pas seulement sur les qualités des avocats, c'est sur les valeurs fondamentales du droit pour faire avancer nos concitoyens et pour les protéger. La divergence d'analyse, c'est de savoir où on en est arrivé. Est-ce qu'il est temps de continuer de faire à la fois de l'anticipation, ce que je crois est tout à fait logique, ou est-ce qu'on est arrivé à un moment où il va falloir dire non? Et moi, je signale que le barreau de Bordeaux a considéré, par exemple, puisqu'on nous parlait tout à l'heure de la province, que maintenant, ça suffisait et qu'il y avait de vrais problèmes de liberté qu'il fallait évoquer. Je suis solidaire avec une réaction comme celle de mes confrères bordelais, comme celle d'autres barreaux en France qui considèrent qu'on va effectivement faire de l'éducation pour que tout le monde comprenne de quoi on parle, mais qu'il va quand même falloir en parler aux juges. Pour résumer, on va se battre et tous ensemble. Avec vous? Oui, vous savez, le bâtonnier de Bordeaux, on en a beaucoup discuté. Anne Cadio, qui est une femme formidable, et je crois qu'elle a beaucoup de courage, ce qu'elle fait bien, et qu'il faut que l'ensemble des avocats de France, évidemment, le bâtonnier de Paris est en tête, mais à côté les autres, tous. Tous. Bien sûr. Tous pour un pour tous. D'accord. Justement, donc sur le rôle du bâtonnier, un rôle de lobbying, c'est important, ça doit être avant tout son rôle dans les années à venir. Quelle est votre position là-dessus, Frédéric Sicard? Bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas son rôle principal. Le bâtonnier, c'est un mot très ancien, le mot bâton. Ça veut dire qu'on apporte le soutien. C'est le bâton du soutien, le soutien moral des avocats et de ceux qui ont besoin de droit. Ce en quoi le bâtonnier doit être respecté et respectable, c'est parce que nous donnons l'exemple. L'exemple quoi? L'exemple de l'éthique, l'exemple de la morale. Sa première fonction, c'est d'assurer, de garantir que nous sommes dans un cercle vertueux. Et c'est parce que nous le garantissons qu'effectivement, il y a de l'intérêt à écouter ses avis. Nous essayons tous de parler franc et de parler en ayant conscience de nos valeurs, qui sont les valeurs de tous nos concitoyens. Allez, rapidement sur cette question du bâtonnier. Le bâtonnier, d'abord... Sur son rôle auprès des avocats et dans la société, auprès des pouvoirs publics, dans les sphères d'influence. C'est une magnifique question qui concerne l'ensemble de nos confrères, qui veulent vraiment savoir. Parce que, vous savez, on a quand même plus de 50% d'abstention. Donc de confrères qui se disent, mais à quoi ça sert finalement? Le bâtonnier, il est là pour protéger, pour écouter, pour être le confident des avocats, mais également pour porter une vision, un projet de notre profession avec le Conseil national des barreaux. Donc oui, bien sûr, lobbying sur les sujets importants, pas seulement de secret professionnel, mais de fiscalité, de retraite, de formation. C'est un des rôles essentiels. Et toujours avec l'ensemble du pays. Vous savez, on a beaucoup insisté dans notre campagne sur la nécessité qu'il y ait ce que nous avons appelé un président des avocats de France. Parce qu'on voulait imager, avec cette expression-là, la nécessité d'avoir une personne dont le job était véritablement de représenter les avocats et que le bâtonnier de Paris, aussi important soit-il, ne devait être qu'en retrait par rapport à ça. Il est là pour aider, il a des moyens que peut-être d'autres n'ont pas, il faut qu'il les mette au service et que ce soit une tâche réservée nationalement à une seule personne. Justement, sur le train de vie notamment du bâtonnier de Paris, c'est vrai qu'on a pu lire récemment beaucoup de critiques par rapport aux moyens des barreaux de province. C'est un train de vie qui peut peut-être choquer, notamment chez vos confrères de province. Est-ce que vous allez chacun réformer ce système et sur quel point en particulier? Oh, ça a été très clair. Nous avons, avec Dominique, depuis des mois, dit qu'il y avait de la grandeur dans la modestie, qu'il fallait réduire le train de vie,
faire quelque chose qui soit un petit peu plus scandinave quant au train de vie de l'ordre. Et nous avons donné des chiffres pour expliquer à nos confrères que nous visions 10% de réduction du budget, 10% de réduction des cotisations au minimum. Pourquoi ? De tous les avocats. De tous les avocats. Et pourquoi ? Eh bien parce que arrivent des lois qui vont devoir trancher les problèmes de régimes sociaux, les problèmes fiscaux de notre pays, et qu'il est extrêmement clair que si nous voulons être audibles, si nous voulons être recevables et compris, il faut que nous soyons au diapason de ce qui se passe dans cette société. Il faut réduire les trains de vie publics. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés. Alors, je vais même vous donner les détails budgétaires si vous le voulez, mais ça peut durer. Oui, nous sommes capables de le faire, et c'est pour ça qu'on a avancé des chiffres et des proportions. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut baisser le train de vie du bâtonnier de Paris. Il y a deux questions dans votre question. La première, c'est évidemment tout ce qui ne sert à rien pour les avocats. Chaque euro dépensé dans le train de vie, comme vous l'appelez, ou les missions de l'ordre, doit être utile pour les avocats. Avec une évaluation systématique de est-ce que l'argent dépensé a été utile. Donc, bien entendu, quand on prend cela et qu'on connaît le fonctionnement, qu'on nous connaissons, bien entendu qu'il y a des coupes franches que nous pouvons faire pour faire en sorte quoi ? Que cet argent soit utilisé dans l'intérêt des confrères. Bien entendu que ça veut dire quoi ? Que ça veut dire qu'il y a des postes que nous supprimons, pas des postes de travail, des postes de dépenses, bien entendu. Écoutez, il y a des voyages qui ne sont pas forcément utiles, il y a des dépenses qui ne sont pas utiles. L'idée, c'est quoi ? C'est que les confrères voient leur quotidien amélioré, pas seulement sur les cotisations ordinales, mais également sur la cotisation responsabilité civile professionnelle et sur d'autres, que l'argent dépensé soit évalué et que les confrères comprennent que chaque euro dépensé est à leur profit, exclusivement. Est-ce que vous avez des propositions très concrètes, justement, pour bien diminuer? Mais bien entendu, nous pouvons d'abord... On a dit moins 10% sur les cotisations ici. Mais c'est peut-être même plus. D'accord. Mais c'est peut-être même plus. Combien, par exemple, alors? Non, mais madame, vous avez d'abord le plus important, c'est que la transparence doit être absolue. Le travail d'audit, c'est pas, vous savez, de l'incantation, moins 10%, moins 50%, moins 30%. Enfin, il faut être un petit peu sérieux. Si on peut obtenir plus, il y a des services à l'ordre qui sont là pour ça. Nous voulons une évaluation indépendante pour permettre quoi ? Pas de faire du populisme, pas de faire de la prédication. L'idée, c'est quoi ? Tout euro que nous pourrons économiser, et si c'est moins 15%, eh ben ça sera merveilleux, moins 15%. Si on peut le faire, on le fera volontiers, dans l'intérêt des confrères exclusifs. Et ils seront informés de l'intégralité. On comprendra les comptes, on les comprendra. Et je vous garantis que si on peut faire plus que 10% d'économie, moi dire comme ça pour faire plaisir, c'est pas le cas. L'intérêt, c'est que nos confrères vivent mieux et qu'ils payent moins de cotisations pour des meilleurs services. C'est la transparence. Dominique Attias, vous rigolez, pourquoi? Mais quel bonheur! Vous savez, la fin d'une campagne, c'est que nous avons réussi à convaincre nos adversaires. Et je réalise que nous avons réussi à convaincre nos compétiteurs. Merci beaucoup, merci de toutes ces réunions que nous avons eues ensemble. Nous avons réussi à convaincre nos compétiteurs qu'il faut servir les avocats et que peut-être il faut s'intéresser au budget de l'ordre. Mais quel bonheur, nous vous remercions de nous avoir accueillis auprès de vous aujourd'hui. Vous estimiez jusqu'à présent qu'il n'y avait pas cette transparence? Ah, il n'y en avait pas, pas du tout. Non, il n'y avait pas de transparence. Il y a des budgets. Nous pouvons améliorer la lecture de ces budgets. Nous sommes tous à peu près d'accord sur comment on va faire pour l'améliorer. Mais je vais vous dire, on a imaginé quelque chose en plus avec Dominique pour être bien sûr que la lecture soit définitivement compréhensible. Nous allons à Paris faire un budget participatif. Les avocats voteront à la majorité fin 2016 pour dire comment ils affectent une ligne budgétaire que j'imagine de 200 000 euros. Et parce que cette ligne budgétaire existera, cela voudra dire que quand ils nous diront il faut faire ça, on leur répondra mais ça on peut pas, c'est déjà dans les comptes. Ce qui nous permettra définitivement de garantir une vraie transparence comptable pour que les comptes soient définitivement lisibles et que vous sachiez très exactement ce qu'il y a derrière toutes les lignes budgétaire, parce que c'est essentiellement ça, les budgets sont certifiés, il n'y a pas d'argent dépensé en trop, mais simplement il y a des lignes qui sont globales dont on aimerait bien avoir le détail. C'est ça la vérité, et quand on aura le détail, ça ira mieux. Vous êtes laissé convaincre par plus de transparence, mais est-ce que oui ou non il fallait vers un budget participatif alors? Le fait, j'aime beaucoup dans une fin de campagne comme ça de dire j'ai convaincu. Alors je voudrais rassurer. Vous étiez déjà convaincu? Non, je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer mes confrères. Non mais pas moi, hein, c'est vos. Nous ne sommes pas adversaires. Vos confrères, vos compétiteurs. Non, je voudrais juste préciser quelque chose. Nous ne sommes pas adversaires, mais concurrents. Oui. Mais adressez-vous à eux. Oui, mais je le dis. Nous ne sommes pas adversaires, mais concurrents. Non, moi je suis assez sérieux. On a de nombreux milliers de confrères qui nous regardent aujourd'hui, qui sont intéressés par un débat extrêmement sérieux. Maintenant. Je crois que la transparence, ma chère Dominique,
Dominique, ça fait très longtemps que nous sommes un certain nombre à la prôner, et depuis fort longtemps, dans les syndicats dans lesquels nous avons occupé des fonctions et ailleurs, c'est important, cette transparence, mais ça ne peut pas être démagogique. La transparence, elle doit être utile, réelle, efficace, pérenne. Voilà, on ira donc vers plus de écrit transparence. 180 articles pour expliquer comment je lisais les comptes et ce que j'y lisais, j'ai du mal à croire que je sois démagogique. J'ai précisé que chaque engagement que nous prenions avec Dominique était concret, calculé, C'est un et choix j'en ai démagogique, c'est ce que justifié. vous avez dit? Ben, j'arrive pas bien à comprendre à qui ça s'adresse, mais sûrement pas à nous, compte tenu de tout ce qu'on a pu écrire et dire. Donc les choses pour nous sont extrêmement claires. On est donc tous d'accord sur le fait qu'il va falloir baisser le train de vie de l'ordre. Simplement, on a, nous, fixé un minimum, tandis que notre ami nous précise qu'il va Mais vous avez dit auditer, qu'il avait fait mais un choix démagogique. non. Il vient de me dire que les propos seraient démagogiques parce que j'annonce 10%. J'ai annoncé 10% en expliquant comment j'y arrivais. Tout en disant que ces 10%, nous pourrions éventuellement les dépasser, et je le souhaitais, mais que je ne pouvais pas justement tenir des propos réalistes sur des lignes budgétaires que je n'avais pas identifiées, et je ne tenais donc de propos que sur les lignes budgétaires identifiées. C'est pourquoi je refuse d'aller au-delà de 10%. Après, nous verrons, parce que nous aurons mis en place la transparence budgétaire et que tout le monde pourra justement connaître, voir et débattre. Est-ce que vous avez envie de conclure sur ce point? Oui, très rapidement, nos confrères, ils veulent mieux vivre au quotidien. Ça passe évidemment par des diminutions de cotisations, ça passe par une véritable compréhension de à quoi sert leur cotisation et leur argent. Concrètement, il existe le bal du bâtonnier qui est une grande fête. Est-ce que, par exemple, il faut garder cette fête somptueuse chaque année? Faut certainement la faire. En un mot, oui ou non? En un mot, oui, il faut la faire évoluer. Il ne faut pas la supprimer. Nous avons un métier qui a besoin de convivialité. Il faut la faire évoluer, pourquoi? Parce qu'elle est trop chère aujourd'hui, trop somptueuse? Non? Parce qu'il n'y a pas assez de confrères qui peuvent en profiter. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de possibilités de recevoir des magistrats et on a besoin de recréer le lien entre la magistrature et les avocats. Donc il faut la faire évoluer. Tout à l'heure, j'entendais, on a été écouté, compris. Il y a 1 an et demi, on avait proposé au début de cette campagne de transformer cette grande cérémonie, cette grande fête, par une sorte de bal populaire, notamment Place Dauphine. Et vous savez quoi? Il y en aura un demain soir. Et c'est ça qui est bien, où tous les confrères seront invités. Votre réponse très rapide sur ce point? Là, encore une fois, moi, je préfère être réaliste. C'est pas une question de bal populaire. Évidemment qu'on va le faire évoluer. Il faut faire évoluer la formule, sans oublier qu'en réalité, c'est quelque chose de traditionnel depuis très longtemps, qui attire sur Paris, place du droit. Et c'est important parce qu'à cette occasion-là, nous pouvons lier des contacts qui vont permettre de promouvoir le droit français dans le monde et de promouvoir la place de Paris comme une place internationale. Simplement, il est vrai qu'il faut qu'on commence maintenant à démocratiser le financement. Pourquoi ne pas envisager, comme le font d'autres barreaux, qu'il y ait une participation financière de ceux qui viennent, ça existe, parmi ceux qui en ont les moyens, plutôt que du tout gratuit et du tout financé. Voilà, ça c'est une idée, mais je vais vous dire, la véritable idée, c'est pas tellement que ce soit deux bons hommes qui décident de l'avenir, c'est que la base, que la majorité voit la problématique, connaissent les budgets et finissent par décider de ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie et c'est ça la construction du siècle à venir. Allez, merci beaucoup. On va poursuivre ce débat. Nous sommes allés à la rencontre de futurs avocats qui terminent leur formation à l'école du barreau. Alors, qu'attendent-ils du futur bâtonnier de Paris? Eh bien, Géraldine Gavoilot a été leur poser la question. On les écoute. J'attends du nouveau bâtonnier qui nous redonne une perspective d'avenir, c'est-à-dire qui nous redonne le goût d'être avocat. On serait plus fort et plus soudés à plus s'engager, plus participer les uns avec les autres. Le marché est saturé, il y a de plus en plus de jeunes avocats et donc on se pose tous des questions quand on va arriver à la recherche de la première collaboration, comment ça va évoluer, puisqu'on entend beaucoup de jeunes collaborateurs soit qui quittent la collaboration, soit qui ne trouvent pas. Il me semble que le bâtonnier, ça doit être quelqu'un d'accessible, à l'écoute de la profession. Il ne doit pas représenter ses intérêts personnels par rapport à cette fonction, mais vraiment les intérêts de la profession. Le bâtonnier a ce rôle vraiment de représenter et d'unifier la profession. Alors, quelle est votre réaction à ces paroles de futurs avocats? Vous venez de les entendre. Hubert Fessy, David Gordon. Nous sommes très heureux parce qu'on est allé à la rencontre des jeunes tout au long de cette campagne. Et voir des jeunes aujourd'hui qui rentrent dans la profession ou qui vont y rentrer, qui vous parlent d'unité, qui vous parlent d'écoute. Oui, mais ils vous disent aussi qu'ils ont peur, et tout n'est pas très simple. Mais c'est tout l'important du rôle du bâtonnier et de la profession, que ces jeunes qui ont eu envie d'entrer dans cette profession aient envie d'y rester. Et que la profession montre qu'il y a un vrai avenir pour les avocats, quel que soit le mode d'exercice. Vous savez, 50% de notre population n'a pas accès au droit, 50% de nos confrères vont pas bien. Le rôle
des institutions, de la gouvernance, du bâtonnier et du Conseil national des barreaux, c'est de créer du travail, d'expliquer qu'on a besoin d'avocats. Donc moi, je dis aux jeunes qui nous ont écoutés que oui, le bâtonnier est à l'écoute, oui, son vice-bâtonnier également, et qu'on est là, on va travailler avec eux pour que dans 5 ans, dans 10 ans, ils se disent « on a bien fait d'être avocat ». Oui, ils disent on veut du travail, mais ils disent aussi il y a trop d'avocats. Est-ce qu'il faut par exemple instaurer un numerus clausus? Ça, c'est un point que je crois que tous les candidats sont unanimes pour dire il ne faut pas instaurer un numerus clausus. Parce qu'on a vu les difficultés que ça produisait ailleurs. Parce que les recommandations de l'Union européenne ne vont pas dans ce sens-là, puisque le numerus clausus, il est concevable que s'il était pour protéger le justiciable, le consommateur, entre guillemets, pas pour protéger la profession elle-même. Donc cette formule-là, en tous les cas, elle est exclue. Il y en a d'autres. Relever le niveau, peut-être des études, peut-être, on ne sait pas. Mais pas, en tout cas, de fermeture. Comment créer en tout cas? Il y a un moyen très simple, il faut quand même être cash. Il faut que les avocats aient confiance dans leur bâtonnier parce que nous donnerons les réponses et que nous serons cash. Nous savons très bien qu'en France, chaque année... Alors c'est quoi les réponses cash là aux jeunes qu'on vient d'entendre? Il y a 3000 jeunes en France qui prêtent serment et nous savons que le marché qui est un marché en croissance, ça c'est vrai et il faut le dire, ne peut en accueillir que 2500. Il faut à un moment dire la vérité. Comme il est également vrai que nous sommes une des dernières professions où il y a plusieurs examens pour entrer dans la profession, parce que l'examen n'est pas le même à Paris, à Perpignan, à Poitiers, et que tout ça, ça suffit. Ça fait 6 ans que nous avons dans les cartons un projet d'examen national, que ce projet d'examen national est quand même plus conforme à l'égalité dans la République, qui est pour le moins unie et qui doit le rester, et qu'en plus, ça nous permettra de relever, alors soyons clairs, disons-le à nos jeunes, de relever un tout petit peu les notes, ce qui nous permet d'arriver aux 2500 que nous sommes capables de prendre, d'absorber et à qui nous pouvons promettre un avenir, parce que ce n'est pas ça. Ça fait un peu plus de sélection, quoi. Non, c'est pas vraiment. On va être très clair. Il y a un moment, on ne peut pas être déceptif. On ne peut pas accueillir tout le monde en disant, mais vous n'êtes pas sûr que vous ayez de l'avenir. On peut continuer de grossir, on peut continuer de se développer, mais il y a un moment, il faut que nous le fassions tous sur le même pas, et pas seulement par le prisme parisien, avec une vision nationale, en sachant que de toute façon cette question se pose partout ailleurs en Europe. Tous les barreaux ont le même problème. Il faut que nous relevions le niveau, tout simplement parce qu'on le doit à nos concitoyens. Il faut que nous maintenions le niveau éthique parce que nous le devons à nos concitoyens. Vous êtes d'accord avec ça? Plus de sélection, un niveau un peu plus élevé pour avoir peut-être un petit peu moins d'avocats en France? Deux, trois remarques rapidement. Un examen national, ça fait des années que ma famille, Union des jeunes avocats, le propose. Donc, bien sûr qu'il faut le faire. Maintenant, deuxième réflexion. Et j'aime bien les chiffres, les avec illustrations. Une sélection peut-être un petit peu plus accrue. Écoutez, je crois surtout qu'il faut savoir quel type d'examen et comment on donne envie et les jeunes, dire « je rentre dans la profession d'avocat ». Juste un chiffre, madame, c'est très important pour les gens qui nous regardent. Un sondage très récent. On pose la question suivante à nos concitoyens. Est-ce que l'année dernière, vous avez eu des questions juridiques dans votre vie personnelle ou professionnelle? 85% répondent non. On pose la question suivante aux mêmes personnes. Quelles sont les questions que vous avez connues dans votre vie personnelle ou professionnelle? 85% des réponses sont des questions juridiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, nous croyons dans le fait qu'il y a des questions juridiques partout et qu'il y a de la place pour des jeunes avocats bien formés aux côtés de nos concitoyens. Et vous savez quoi? Dans la proximité et également dans le numérique ou autre, on a besoin d'avocats. Sur les femmes avocates, il y en a de plus en plus, notamment à Paris, la moitié des avocats sont des avocates. Je crois de Dominique Attias même un petit peu plus, mais le problème c'est que 50% d'entre elles quittent le métier dans les 10 premières années. Alors comment les retenir? Quelles sont vos propositions? Alors c'est pas seulement ça, c'est pas seulement, d'abord on est 54%, y compris à Paris et également la France, mais de surcroît, au bout de 10 ans, les femmes avocates gagnent 60% de moins que les hommes. Les femmes avocates ont leur rôle à jouer. Il faut impérativement, c'est un rôle éthique de tous les avocats, que les femmes avocates aient leur part, j'allais dire, dans le marché, dans les affaires aussi, et qu'elles s'engagent aussi beaucoup plus dans les instances, et c'est pour ça que ça fait longtemps que je me bats. Un petit peu de parité. Ça fait longtemps que je me bats pour qu'il y ait enfin de la parité. Nous allons regarder ce plateau. Heureusement que vous êtes là, parce que autrement nous avons que des hommes, et en tout cas 2 hommes en face de nous. Vraiment, on a du boulot à faire pour les jeunes. Pour les jeunes, car notre barreau est très jeune, en moins de 40 ans, et également pour toutes ces jeunes femmes. Et les bonnes intentions, les postures, stop.
Maintenant, on va s'y mettre et on va se mettre à bosser. Et les femmes et les hommes du barreau vont commencer de manière éthique à travailler ensemble. Alors, les postures, je ne sais pas si ma vie est une posture, mais enfin, au cabinet où je suis, Flichy-Granger avocat, il y a une vingtaine d'associés, 20 associés, dont 12 femmes. Donc je ne crois pas que ce soit une posture. Mais ça, c'est dans votre cabinet, alors peut-être que vous êtes un modèle. Chez David est aussi un modèle, c'est pour ça sans doute qu'on fait les choses ensemble. C'est pour ça qu'on dit aux confrères qu'on est capable de faire. Et qu'on va leur montrer comment on fait. Et vous savez, l'interpellation... Mais avec des mesures paritaires, hein, par exemple. Vous savez quoi, c'est important. L'interpellation que j'aime beaucoup et qui consiste à dire « Oh, vous êtes 2 hommes ». Vous savez, ce qui m'aurait beaucoup amusé, Dominique, c'est savoir comment vous auriez réagi si nous étions 2 femmes. Ça aurait été sympathique. Adoré. Et vous savez quoi? Et nous, on sera ravis. Mais c'est vrai qu'on vous a beaucoup reproché d'avoir fait tandem avec un homme et pas avec une femme. Écoutez, c'est pas de la posture. Vous savez, ce qui est important, c'est de faire. C'est pas de dire. Faire. Oui, mais faire. Alors, par exemple, sur le plafond de verre pour les rémunérations des femmes avocates, qu'est-ce que vous proposez tous les deux concrètement pour réduire ces inégalités salariales? D'abord, c'est une volonté affichée de la profession, de l'ordre, de dire intransigeance par rapport à ce type d'abus. On a une déontologie qui est extrêmement claire. Le Conseil de l'ordre doit être extrêmement sévère et intransigeant quand il y a des abus. Ensuite, il faut donner au cabinet quoi? Le sentiment, l'émulation de ce que... Mais il est évidemment économiquement, c'est plus qu'une question de principe. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'une femme gagne moins d'argent alors qu'elle fait le même travail. Et vous savez quoi? Nos clients nous le disent tous les jours. Parce que dans la responsabilité sociale des cabinets d'avocats, on attire l'attention là-dessus. Nos clients, grandes entreprises ou autres, nous disent hey, comment ça se passe pour les femmes dans vos cabinets? Donc ce n'est pas, encore une fois, une posture, c'est une volonté d'avancer. Et là, l'ordre peut être moteur par des formations, par des labels, diversité, égalité, importants. Sur le statut social des avocats, parce que le bâtonnat, c'est aussi une grande diversité de situations hein, chez les avocats. Sur le statut social des avocats, quelle est votre position sur la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail? Alors j'explique, hein, parce que souvent ce statut social maquille une condition juridique un petit peu de salarié. Quelle est votre position très claire? Parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui attendent une réponse sur cette question. Il y a évidemment une problématique tout à fait singulière dans notre profession parce que nous aspirons tous à cette liberté qui est consubstantielle à l'exercice de la profession et donc on a sous la forme de collaboration libérale des collaborations qui parfois ne permettent pas d'avoir de clientèle. Mais la vraie question, elle est de savoir quelle est la liberté d'organisation de son temps que l'avocat peut avoir dans sa situation de collaborateurs. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons essayer de standardiser les appréciations pour justement permettre de bien connaître la délimitation des frontières. Alors, vous vous engagez à ouvrir le chantier ce soir? Je m'engage à ouvrir le chantier, mais surtout je m'engage à ne pas avoir à nouveau d'a priori de patron. Ça doit être en réalité quelque chose qui vienne de la base pour créer une véritable dynamique sur ce que doit être le contrat de collaboration. Et puis je vais vous dire, il y a encore une autre question, puisque vous abordez cette question, il faut aussi que nous parlions franc. Il y a aussi la situation du collaborateur senior. Moi, je souhaite que l'on discute à la fois de la situation du jeune qui arrive au barreau et de la situation de celui qui s'installe dans la situation de collaborateur d'un cabinet parce qu'il a le droit à un avenir, parce qu'il faut que nous trouvions des solutions pour l'intéresser à la vie de son cabinet et que je crois sincèrement que c'est important pour nos concitoyens de savoir qu'ils ont des avocats qui sont épanouis dans l'exercice de leur métier et que donc nous donnions les moyens au cabinet de pouvoir conserver leurs collaborateurs en se disant en quelque sorte mon collaborateur c'est comme mon meilleur client, c'est celui que je veux garder, c'est celui que je veux fidéliser. Ça, c'est une discussion qu'on doit avoir tous ensemble entre élus pour voir comment on suit ce chemin. Est-ce que vous aussi vous engagez à faire évoluer cette situation? Ce sera pour moi, en tous les cas, certainement le premier chantier auquel je tiendrai. Car on a véritablement besoin de repenser la collaboration. On est parti d'un système qui est un peu sommaire, qui consistait à dire il y a ceux qui font des clients personnels, il y en a ceux qui ne le font pas. Alors les uns sont salariés, les autres ne sont pas salariés. Ça s'expliquait à un moment où on a fusionné les avocats libéraux et les conseils juridiques. Il y avait une explication historique. Aujourd'hui, il faut retrouver un statut unique qui soit un statut libéral mais protégé. Donc ça sera votre premier chantier. Une dernière question avant d'aborder déjà la conclusion sur la laïcité. Quelle est à chacun très rapidement votre position si un jour une avocate venait plaider voilée? Dominique Attias. Là, le problème ne se pose pas. On ne peut pas, lorsque l'on plaide, notre habit, c'est la robe. C'est notre fierté d'ailleurs, c'est la robe. Donc évidemment, pas de voile, pas de signe ostentatoire. Par contre,
Je sais de quoi vous pensez, à ce qui s'est passé à l'école. Il y a eu une affaire, effectivement, à l'école du barreau, où il y a un professeur qui a refusé de dispenser un cours face à une élève voilée. C'est une élève. Alors, le principe aussi chez les avocats, dans l'enseignement supérieur. Le principe chez les avocats, c'est la liberté. Les élèves, ça ne leur a pas posé de problème. Il n'y a pas de règlement intérieur qui interdise. En conséquence, les futurs avocats, ce sont des futurs avocats, hein, ce ne sont pas des gamins. Les futurs avocats auront éventuellement à se déterminer dans leur règlement intérieur, mais à l'heure actuelle, pas de règlement. La liberté à l'école, mais bien entendu, lorsqu'on est au palais, la robe. Voilà, la liberté, parce que pour au palais, il n'y a absolument aucune difficulté. Mais en dehors du palais, on a à la fois la liberté de foi et la liberté de ne pas accepter les provocations. C'est les deux. Et c'est bien de prendre le problème à la base, sans attendre de solutions qui viennent d'en haut. Ça fait 10 ans que les pouvoirs publics essayent d'avoir des solutions qui viennent d'en haut. Ça ne marche pas. C'est la base qui doit décider, c'est la majorité qui doit nous dire comment elle concilie ces deux libertés. Quelle est votre position à vous, avant la conclusion? Nous sommes des fervents défenseurs de la laïcité sous toutes ses formes et des croyances. Quand on est avocat, quand on exerce le métier d'avocat devant les tribunaux, évidemment, et c'est normal, qu'on ne porte pas de signes distinctifs, de signes d'appartenance religieuse. À l'école, la question c'est ce que vous avez évoqué, enseignement supérieur ou pas. Ensuite, on peut avoir envie d'évoluer, on peut avoir envie d'avancer. Il nous semble, nous, que quand on veut parler de laïcité, pour donner l'exemple ou autre, on respecte la laïcité jusqu'au bout. Hubert Flichy, pour conclure sur ce point. Je pense que c'est exactement ça. Non, je n'ai rien à ajouter sur ce point-là. Très bien. Bah, écoutez, on arrive à la conclusion de ce débat. Alors, pour conclure, eh bien, on a choisi de vous faire parler chacun des candidats au poste de bâtonnier de Paris, 1 minute face à la caméra. Alors, selon le tirage au sort, je le rappelle, qui a eu lieu ce matin, eh bien, c'est vous, David Gordon-Krief, qui allez commencer cette conclusion. Vous allez vous adresser à la caméra qui est en face de vous. Vous avez 1 minute. Mesdames et messieurs, chers confrères, la profession d'avocat est à un tournant. Au cours de ces derniers mois avec Hubert Flichy, nous avons rencontré de très nombreux confrères. Certains nous ont fait part de leurs inquiétudes, de leurs craintes face à l'avenir, de leur situation économique compliquée. D'autres, au contraire, jeunes ou moins jeunes, nous ont fait part de leurs initiatives, de leur envie d'avancer, de leur envie de créer des cabinets, d'être à la fois dans la proximité, mais à la fois dans des nouveaux métiers. Cela nous donne la responsabilité de dire que nous voulons que l'ordre, qui est à l'écoute et qui est au contact des avocats, soit à la fois protecteur, audacieux également, conquérant. Nous voulons que tous les jours les avocats se disent « Mon bâtonnier, son vice-bâtonnier, l'ensemble du Conseil de l'ordre travaille pour nous ». Et ça, c'est un enjeu considérable. Dans 2 ans, nous souhaitons que l'ensemble des avocats se disent « Hubert Flichy et David Gordon-Krief avec leur équipe ont travaillé pour les avocats au quotidien, pour améliorer leur vie d'avocat et leur vie personnelle. » Merci David Gordon-Krief pour cette conclusion. C'est maintenant à vous, Frédéric Sicard, de vous adresser à la caméra qui est en face de vous. À mes chers consoeurs et à mes chers confrères, nous avons avec Dominique mené une campagne pour que nous obtenions que notre ordre soit exemplaire, que notre barreau arrive à rentrer dans le numérique, que notre barreau s'occupe de financement alternatif, que notre barreau relève les défis de sa jeunesse. Et puis nous avons réalisé hier soir tous ensemble que nous n'aurions pas pu être là, car finalement, si nous sommes arrivés en tête avec Dominique, ça nous a tous rasé les moustaches qu'un autre mouvement de contestation, qui est un mouvement en venant dire « ça suffit, l'ordre n'est pas assez proche de nous », ce mouvement finisse par emporter la conviction, puisque un autre compétiteur a ramassé beaucoup de voix pour le dire. Alors je crois qu'à ce stade, je veux insister sur le fait qu'avec Dominique, nous voulons de la démocratie ordinale. Nous nous sommes engagés pour des séances publiques, nous nous sommes engagés pour des votes référendaires. Mais j'imagine même maintenant qu'il nous faudra une autorité indépendante. Nous allons la concevoir très vite pour que vous puissiez avoir quelqu'un qui soit votre médiateur auprès du bâtonnier. Très bien, merci beaucoup Frédéric Sicard pour cette conclusion. Merci à tous les 4 d'être venus ce soir sur le plateau de Public Sénat. Le second tour pour l'élection du bâtonnier de Paris et de son vice-bâtonnier, eh bien, c'est demain. Résultat, demain soir. Je vous souhaite bien sûr bonne chance à tous les 4. Ce débat peut être revu sur notre site internet publicsénat.fr ou sur celui de l'Ordre des avocats de Paris, avocatparis.org. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne soirée sur l'antenne de la chaîne parlementaire. Bonsoir.